Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La mal-gouvernance ne fait qu'entendre son manteau sur le continent, de la trituration des constitutions en passant par les chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir. Les exemples qui rongent la démocratie africaine sont légion, ce qui a suscité ce commentaire de Ali Cissé Ibrahim. L'Afrique de la malgouvernance. L'Afrique est un continent particulier qui donne continuellement à réfléchir sur la façon dont la gouvernance s'effectue dans les différents États qui le composent. En effet, après la période des pères fondateurs des indépendances dans les années 1960 a succédé l'ère des coups d'État à profusion pour aboutir à la vague de démocratisation qui avait débuté à partir de 1990. Cependant, avec le temps qui passe, force est de constater que la démocratisation imposée aux États africains n'a pas fait le bonheur de leur peuple. La preuve aujourd'hui est donnée par l'immigration où les Africains sont obligés de braver des déserts et des mers pour fuir la misère dans leur pays et rêver d'une vie meilleure en Europe. Et cela du seul fait de la malgouvernance dans les États africains. Oui, l'Afrique est malade politiquement. Actuellement, de notre grand pays, le Niger, en passant par le Congo-Brazzaville, la Gambie, Djibouti, le Burundi, le Zimbabwe, etc., le mal politique est là. Un mal qui pousse les dirigeants soit à triturer les constitutions pour se maintenir au pouvoir ou à organiser des élections truquées afin de perpétuer leur règne. Pendant ce temps, la dignité, la probité, la compétence, l'excellence sont sacrifiées au profit du culte de la médiocrité. Et le drame est que l'Afrique devient la risée du reste du monde, tellement les comédies politiques qui s'y jouent sont décapantes, les unes plus que les autres. Et pendant ce temps, les peuples africains pataugent dans la misère la plus noire du fait de l'égoïsme et de la méchanceté de leurs dirigeants. Néanmoins, en Afrique, tout ne peut pas être sombre. Une lueur d'espoir subsiste, à l'exemple des pays comme le Ghana et le Cap-Vert qui évoluent dans le sens de la bonne gouvernance, et récemment le Nigeria et le Bénin qui viennent élargir la liste. Aussi convient-il de rappeler cette citation de Nelson Mandela lorsqu'il disait « Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales ». Une manière de dire à ces dirigeants africains de retourner à l'école de la sagesse africaine pour se ressourcer. L'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger a organisé ce matin une caravane tous à l'écoute des clients. Le siège national a été le point de départ de cette caravane qui a sillonné 3 marchés dans la capitale dans le souci d'être plus proche de ses clients. Le résumé avec Nasser Dantofo et Sadou Doumi. Dans sa dynamique d'apporter toujours un plus dans sa prestation et dans le souci de satisfaire sa clientèle, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger s'active à être encore plus proche de sa clientèle à travers cette caravane dénommée Tous à l'écoute du client. Le coup d'envoi a été donné à son siège national. Nous avons lancé notre nouvelle plateforme de marque il y a quelques temps. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier tous nos amis de la presse ici présents. Nous avions indiqué que la nouvelle signature d'Orange, c'était de rapprocher ses clients de leurs essentiels. À travers cette journée, on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'une signature ou d'une campagne de communication. C'est vraiment une nouvelle posture d'Orange qui est d'être l'opérateur qui écoute ses clients, qui est présent, qui tient compte de leurs demandes pour venir avec des solutions innovantes, performantes et qui répondent aux besoins des clients. Présent au lancement de cette caravane, le directeur de zone Orange a appelé les salariés d'Orange, membres de cette caravane, d'être attentifs et recenser toutes les doléances des clients en vue d'améliorer la performance de la compagnie. Profiter de cette journée non seulement pour entendre les clients, mais aussi pour en tirer des actions. Il ne s'agit pas simplement d'entendre que ça marche pas bien ou les prix sont trop chers, etc. Il faut derrière en prendre des actions. Sur les prix, il y a les bons arguments. Je pense qu'il faut être fier de nos prix parce qu'ils sont la contrepartie d'une excellence en termes de réseau, en termes de relations, etc. Ça vous permettra vraiment de comprendre les attentes de clients et certainement d'adapter après notre offre, nos réseaux à ce que peuvent attendre nos clients de façon à ce que nous soyons l'opérateur reconnu comme le meilleur pour chaque client au Niger. Une occasion pour les clients d'Orange Niger d'apprécier la prestation de la compagnie.
Moi, je travaille avec 3 puces différentes, mais je préfère plus celle d'Orange. Et vraiment, on demande à Orange de revoir quand même les tarifs de communication. babu fish din da ya wuce orange sauki insha Allah. To gaskiya Allah orange abin da ya kamata gaskiya wajen bisa WhatsApp din nan da abin nan da aka rage. Le seul problème avec Orange, c'est au niveau des frais de connexion Internet. Sinon, pour la communication, les tarifs sont abordables. C'est pourquoi j'utilise le plus Orange Niger. Kaga waje ana aiki da ita gida saboda yanzu ma aiki da Orange saboda mi saboda communication su da komai akwai ragowa. Plusieurs marchés ont été visités par la caravane, dont le marché de Dar Salam Katako et le marché de Yantala Haboutagi, pour ainsi dire. Avec Orange Niger, c'est vous rapprocher de l'essentiel. Le Premier ministre Brigitte Raffini a rencontré hier lundi les représentantes des différentes organisations féminines à la primature. Une rencontre à moins d'une semaine de la déclaration dans laquelle les femmes avaient dénoncé les violations de la loi sur le quota. Le point sur cette rencontre avec Hassan Saleh Mustafa. Nous, femmes nigériennes, de toutes les sensibilités confondues, réunies ce jour 13 avril 2016, en assemblée générale extraordinaire à la Congafen, sommes indignés et frustrés par le non-respect du quota par les autorités de la 7e République et les partis politiques de leur ensemble. Cette déclaration des organisations féminines du Niger a visiblement été entendue par les autorités au plus haut sommet de l'État. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Brigitte Raffini, a rencontré lundi les structures féminines du Niger relativement aux problèmes évoqués dans la déclaration du 13 avril dernier. Madame Kako Fatimata. Ce que nous avons dit au chef du gouvernement, c'est le respect de la loi sur le quota. Parce qu'au lieu de 10 femmes ministres sur 40, on a nommé 8. Ce qui veut dire que nous avons droit, selon la loi, nous avons droit à 10 femmes au sein du gouvernement. Donc ce qui veut dire que cette loi n'a pas été respectée et que le Premier ministre même l'a souligné dans ses propos. Et ils ont accepté que c'est comme ça, mais il y a des choses qui sont vraiment indépendamment de leur volonté. Les représentantes des organisations féminines ont quitté la primature satisfaites et attendent de voir la concrétisation des engagements pris par les autorités à l'égard de la femme nigérienne. Très satisfaites, nous sommes satisfaits parce que nous avons pris presque toutes les représentantes de chaque structure, j'ai dit toutes les représentantes de chaque structure pour la rencontre. Ce qui veut dire qu'il y a toutes les sensibilités des structures fêtières qui ont rencontré, qui ont participé à cette rencontre du Premier ministre. Les structures féminines du Niger restent soudées et déterminées et veillent au respect de la loi en vigueur sur le quota par les autorités nigériennes. Autre aspect de ce journal, le deuxième et dernier jour de grève de 48 heures déclenché par l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Un boycott pour exiger du gouvernement la prise en compte et la résolution des points inscrits dans sa plateforme revendicative. Reportage Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey Yonoun brandissait la menace, c'est-à-dire un boycott de 48 heures de toutes les activités académiques. Une mise en exécution qui de facto se justifierait sur le plan académique avec une nette régression. Académique, du fait qu'aujourd'hui, le retard à l'université de Niamey n'inquiète plus personne. Et le premier facteur de ce retard, c'est l'insuffisance des enseignants-chercheurs. Et ce dont nous disposons le petit nombre au lieu qu'ils se consacrent aux activités académiques, aux activités de recherche scientifique, ils s'évaquent à des préoccupations politiques. Ils préfèrent mieux aller dans des administrations, servir, que de venir à l'université afin de dispenser les cours en temps réel et respecter le cahier de charges et le calendrier de l'enseignement à l'université de Niamey. Au social également que de reproches et d'impairs, où l'Union peint tout en noir. Nous avons aujourd'hui 3 semaines du mois d'avril et jusque-là nous n'avons pas encore le calendrier de paiement des allocations, c'est-à-dire de la bourse du deuxième trimestre. Or, pendant ce temps, on a beau nous faire comprendre
qu'il n'y a rien dans ce pays ou qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, nous on ne trouverait pas cela juste et fondé. Parce que véritablement, aujourd'hui, le gouvernement et tous ses collaborateurs perçoivent l'air dit chaque fin de semaine ou chaque fin de mois. Et pourquoi pas l'étudiant? Un trimestre, il va le falloir 105 000, il va falloir le faire attendre encore un mois de plus avant qu'on ne commence. Vous savez quelque chose? Le plus choquant et surprenant, la bourse du premier trimestre continue encore de se faire payer. Rattrapage, ceci, cela, des divagations et des dilatoires autour des questions sociales. Jusque-là, heurté au mur de l'indifférence, l'UNUN, en cas de non-satisfaction de sa plateforme revendicative, risquerait de passer à la vitesse supérieure. Il n'y a aucun moyen pour nous, en tant qu'union des étudiants à l'université de Niamey, de renoncer à ce combat, quel qu'en soit le prix que ça va coûter à l'étudiant ou même aux autorités. Parce qu'il s'agit de questions déterminantes pour la survie même de l'université de Niamey. Qui dit la survie de l'université de Niamey dit la survie de notre pays. Une grève de 48 heures qui ne serait pas sans conséquences et risquerait de plomber davantage les activités académiques, déjà grippées à travers les longs retards accusés pour boucler une année académique à l'université. Il fait certainement perceptible dans un système dit de LMD, licence, master, doctorat. Restons sur le campus universitaire, mais sous une autre dimension, avec la découverte d'un cadavre. Il serait en manœuvre sur un des chantiers du campus. Retrouvons Ousmane Sidikou. Instant de grande stupeur sur le campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey. La découverte d'un cadavre. Cadavre certes sur le campus, mais pas forcément un étudiant. Pour couper court à toute autre supputation, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, à travers son secrétaire général, sort et monte au créneau en donnant sa version des faits. C'est un fait divers qui s'est passé hier sur le campus universitaire. Nous, à notre niveau, nous avons remarqué la présence de la police et les sapeurs-pompiers qui sont venus sur place pour constater le visu et le décès de ce monsieur qu'on appelle, les autres disent que c'est un suicide, les autres disent que c'est un assassinat. Donc à nous, à notre niveau, nous allons attendre voir les investigations que la police va faire, parce que c'est son rôle de créer les conditions pour que la population puisse être éclairée de ce qui s'est déroulé plus précisément par rapport à ces décès et de ce monsieur qui, j'aimerais préciser que ce n'est pas un étudiant, c'est un agent au niveau du campus universitaire. En attendant les conclusions de l'enquête déjà ouverte à cet effet, chacun y va de son commentaire. Sauf que ce énième cadavre découvert fait remarquer une certaine récurrence de la criminalité dans la ville de Niamey. Point de presse du procureur de la République cet après-midi. Un seul point a été développé, l'annulation du concours de recrutement des agents de santé à la fonction publique pour faits massifs de fraude et corruption. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bouraima. Aussitôt l'affaire éclatée, 24 personnes avaient été interpellées par la police judiciaire. Après les investigations, 8 ont été inculpés pour 3 chefs d'accusation, à savoir fraude aux examens, faits de corruption et association de malfaiteurs. Les 8 prévenus sont ainsi passibles d'une peine allant d'1 an à 3 ans pour certains et de 2 à moins de 10 ans pour d'autres. Le procureur de la République explique. Dès lors que le concours a été annulé, les seuls échantillons qui ont été constatés étaient suffisants pour laisser, en tout cas, établir qu'il y a eu effectivement fraude pour ce concours. Donc la fraude, après investigation poussée, la fraude a consisté non seulement à permettre à retirer des copies, à les remplacer par des copies rédigées, mais également et surtout, ce qui est très grave, à mon sens, c'est d'intervertir les notes des candidats. Parce qu'il y a eu manifestement certains candidats qui ont eu des bonnes notes, qui ont été transférés sur d'autres qui n'ont pas eu de très bonnes notes. Mais pire encore, c'est qu'il y en a qui n'ont pas du tout composé. Parce que si je vous donne un exemple, je ne vais pas citer de nom, certains qui n'ont absolument pas composé, mais qui se sont retrouvés avec une note de 17 sur 20.
C'est pour ça que je pense que nous sommes à un moment où nous devons sérieusement réfléchir sur l'attitude que nous devons adopter face à ces genres de comportements. Pour mettre fin aux pratiques corruptives au Niger, le procureur de la République demande la collaboration de tous les Nigériens. Vous imaginez 1831 personnes injectées dans la société, dans le secteur de la santé, pour soigner les populations, pour faire des injections, faire des traitements avec des produits, des personnes qui n'ont pas le niveau ou qui n'ont rien à voir avec le cadre de la santé. C'est pour ça, je pense qu'il est de bon ton que non seulement le parquet, mais la justice dans son intégrité fasse preuve de fermeté. Qu'il est de notre devoir, pas seulement celui de la justice, mais celui de tout citoyen, de pouvoir dénoncer des actes comme ça et de pouvoir assurer leurs sanctions. Je vous l'ai dit au début qu'il s'agit d'un candidat malheureux qui a saisi la Halcia d'une lettre plainte. Et je pense que c'est des actions comme ça également qu'il faut encourager. Et chaque fois qu'il y a une chose qui se passe dans quelque secteur que ce soit. Selon le procureur de la République, les 8 personnes déférées à la prison civile de Niamey vont comparaître bientôt devant les juges pour répondre de leurs actes. Au total, ils étaient 14 000 candidats à se présenter au concours de recrutement de 1831 agents de santé à la fonction publique. Je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du cabinet du Premier ministre. Le communiqué ainsi libellé, notre compatriote Sidik Abba, journaliste de son État, a une fois de plus fait parler de lui. En effet, dans une interview qu'il a accordée récemment à un journal français, l'intéressé accuse notamment les autorités nigériennes d'avoir démarché leurs homologues français pour le mettre sur écoute. Il prétend que ces emails et ces communications sont surveillés à la demande du Niger. Le gouvernement nigérien tient à informer l'opinion publique qu'il n'a jamais demandé à un pays tiers de surveiller pour son compte et pour quelque raison que ce soit des personnes de surcroît nigériennes. Il tient à démentir formellement de telles allégations fantaisistes qui n'ont pour but que de discréditer le Niger et ses institutions. En outre, le gouvernement respectueux de la liberté de la presse et d'opinion, comme en attestent les différentes initiatives qu'il a prises pour améliorer l'environnement de l'exercice de la liberté de la presse au Niger, sous l'impulsion de son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, a mieux à faire que de museler des opinions fût-elles subjectives d'un compatriote qui, de surcroît, ne représente aucune menace pour la sécurité du Niger et de son peuple. Du reste, cette attitude schizophrénique de M. Sidik Abba est bien connue de tous. C'était là un communiqué de presse du cabinet du Premier ministre. Le service de presse du cabinet du Premier ministre fait à Niamey le 19 avril 2016. Une autre rencontre tenue hier lundi, c'est celle du ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Daouda Marté, qui a rencontré les responsables de 3 syndicats du secteur, à savoir le FUSEN, le SINASEB et le CEPRAZ. Revenons sur les conclusions de cette rencontre avec nos reporters Michel Deji et Smaïla Abdoulaye. La rencontre a tout d'abord été d'une prise de contact, mais elle aurait été aussi celle d'un premier passage au peigne fin des préoccupations des enseignants relevant de son département ministériel. La question du paiement des pécules a très échu et des retards dans les salaires qui ont commencé dans certaines régions au Niger. Mais lui-même était étonné de savoir que les impayés aujourd'hui, de février et de mars, s'élèvent à près de 5 milliards 500 millions. Et il dit qu'il fera une offensive pour que ça soit évacué très rapidement. Et au-delà, il dit qu'il va se débrouiller, et nous en sommes contents, et pour signer les états de paiement des contractuels le 10 du mois. Comme ça, conformément à l'engagement des finances qui disent que si l'on les 15, ils vont payer en même temps que les salaires. Le ministre a quand même eu à entretenir les organisations syndicales de sa volonté, en tout cas, de créer un dialogue au sein de ce ministère. Il a promis de mettre en place un cadre de concertation dans lequel, en tout cas, les différents conflits seront réglés. Visiblement, c'est l'espoir qui est en train de renaître si le nouveau ministre de tutelle tient promesse aux yeux des syndicalistes. Nous avons pris bonne note
Nous allons essayer de fonctionner sur la base de ce qu'il a dit et on va voir. Et nous avons prié pour que les difficultés ne fassent pas succomber ce partenariat bien dressé pour le moment. En tout cas, les syndicats ensemble ont apprécié la démarche et vont mettre le ministre en observation pour voir ce que ça va donner. Il a demandé aussi notre accompagnement pour que le système se porte bien. Les syndicats ont toujours été disponibles par rapport à ça, malheureusement, et ce sont les gouvernants qui font souvent en sorte que ça ne marche pas en cours de route. Voyez-vous, c'est encore les mêmes personnes que nous avons connues qui sont encore aux commandes, notamment le Premier ministre qui a été reconduit avec un nouveau gouvernement. Le docteur Martin n'est pas aussi un étranger à ce ministère parce que, étant même à l'Assemblée, il gérait de loin les affaires en tout cas de ce ministère-là. Donc pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons que rester dans notre position de voir la concrétisation des préoccupations des enseignants. Qu'ils peuvent le faire ou pas, tout dépend de la volonté politique avec laquelle ils sont arrivés au pouvoir. À une dizaine de semaines de la fin de cette année scolaire 2015-2016, les syndicats de l'éducation espèrent un meilleur respect des engagements pris afin de sauver l'année en cours qui a déjà connu plusieurs mouvements de grève. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.